Alors, ce qu'on va maintenant faire, c'est l'exemple numéro 3, euh, autour de la page 87. Donc, ici, ce qu'on a, c'est deux blocs attachés à un ressort. Et on nous dit au départ, le ressort n'est ni étiré ni comprimé, puis les blocs sont immobiles. On lâche alors les blocs. On nous demande quel est l'étirement du ressort au moment où la vitesse des blocs est maximale. Okay? Ça, c'est quelque chose dont on a discuté en classe. C'est-à-dire, si on regardait par exemple la vitesse, très, très schématiquement ici, là, par exemple, si on regardait la vitesse du bloc numéro 2, okay? Donc la vitesse du bloc en fonction de la position ou du temps. Okay? Donc au début, le bloc 2 est immobile. Okay? À la fin, qu'est-ce qui va se produire? C'est que le bloc 2 va commencer à tomber, le bloc 1 va monter et étirer progressivement le ressort. Okay? À un moment donné, notre système va s'arrêter au moment où toute l'énergie qui va avoir été perdue par le bloc 2 va avoir été stockée dans le ressort ici du bloc 1. À ce moment-là, le ressort va être étiré au maximum, puis le bloc 2 va commencer à remonter. Au moment où l'étirement est maximum, ça veut dire que la vitesse est revenue égale à 0. Donc la vitesse, ce qui s'est passé, c'est que la vitesse a augmenté au début, a atteint une certaine valeur maximale, puis a recommencé à diminuer. Okay? Nous, on veut savoir à quel moment est-ce que, dans le fond, où la vitesse a-t-elle été maximum? Okay? Maximale. Mais ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la vitesse est maximale quand la pente quand la pente ici est égale à 0. Okay? Ça, c'est quoi la variation de V en fonction du temps? C'est la définition de l'accélération. Donc, nous, ce qu'on cherche, autrement dit, on cherche l'allongement quand notre système de force, quand notre système est en équilibre. Donc, quand la somme des forces qui agissent sur nos blocs est égale à 0. Okay? Donc, vraiment ici, puis ça, c'est la condition qu'on va souvent utiliser. La vitesse est maximale quand localement elle atteint un maximum. Si elle atteint un maximum, c'est que sa dérivée en fonction du temps est égale à 0. Puis la dérivée de la vitesse en fonction du temps, c'est ce qu'on définit comme étant l'accélération. Donc, nous, la première étape qu'on doit faire, c'est de trouver à quel endroit est-ce que l'accélération des blocs va être égale à 0. Puis pour ça, ce qu'on va faire ici, c'est faire l'analyse des forces qui agissent sur notre système. Okay? Donc, on cherche ça ici. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder, par exemple, sur le bloc 1, ici. Okay? On va regarder les forces qui agissent sur le bloc 1, puis regarder les forces qui agissent sur le bloc numéro 2 également. Okay? Donc, sur le bloc 1, quelles sont les forces qui agissent ici? Ben, le bloc 1 est soumis à l'influence de la gravité, donc il y a son poids qui tire dessus. Il y a aussi le ressort qui tire sur le bloc 1. Donc, le ressort va exercer une force variable, FR ici. Okay? C'est là-dedans ici qu'on va connaître la position. Puis, vers le haut, notre bloc est attiré vers le haut par la tension qui est dans la corde. Le bloc 2, lui, est soumis à une tension dans la corde puis au poids de l'objet 2 également. Okay? Donc, nous, on sait par exemple que notre bloc 2 va s'en aller dans cette direction-là, pendant que le bloc 1 va s'en aller dans cette direction-là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est regarder, la somme des forces ici. OK. Donc, je vais juste me placer ici. Okay. Puis faire par exemple la somme des forces qui agissent sur le bloc 1 est égale à 0. Okay? Donc, à quel endroit est-ce que ça se produit? Ça se produit quand T moins P1 moins FR égale 0. Sur le bloc 2, somme des forces sur le bloc 2 est égale à 0. Ça se produit quand T moins P2 est égal à 0. Donc, quand la tension est égale à M2 fois G, qu'on peut venir substituer ici. Donc, on va avoir M2G moins M1G moins FR égale 0. On peut trouver, à ce moment-là, la force exercée par le ressort va être égale à M1G moins M2G, qui va être égal à excusez, regardons. FR va être égal à... Excusez, là, je suis un petit peu... bon, je ne me donne même pas la peine de recommencer. C'est M2 moins M1 ici, on s'entend. À M2G moins M1G.
c'est quoi la force exercée par un ressort? C'est K fois l'allongement d'un ressort. Okay? Quelle est la force exercée par un ressort est proportionnelle à l'allongement d'un ressort. Donc, c'est ça qui va nous permettre de trouver à quel endroit ça va se produire. C'est quand l'allongement va être égal à 0,5 moins 0,3. 5 moins 3, bon, ça vient. Excusez, je suis un petit peu trop vite là. 5 moins 3 fois 9,8 divisé par la constante K du ressort qui est 300 Newton par mètre. Ça nous donne un allongement du ressort de 0,0653 mètres. Okay? Donc, on sait qu'au moment où la vitesse va être maximale, le ressort va être allongé de 0,0653 mètres. Okay? Donc, ça, c'est la réponse en A. Puis, c'est la première étape dans le calcul de la vitesse à ce moment-là. Okay? Donc, maintenant, pour B, qu'est-ce qu'on va faire? On revient à notre schéma ici. On nous dit ici, quelle est la vitesse à ce moment-là? Ben, ici, on va appliquer la conservation d'énergie. Okay? Pourquoi? Parce que l'énergie initiale ici est égale à l'énergie finale. Il n'y a aucune force qui fait un travail non conservatif dans notre système ici. Okay? Donc, notre situation initiale, c'est celle-ci. Notre situation finale, le bloc 1 va avoir monté d'une certaine quantité, le bloc 2 va avoir descendu d'une certaine quantité pendant ce temps-là. Okay? Donc, l'important, c'est de se tracer une échelle d'énergie potentielle indépendante pour chacun des deux objets. Okay? Puis, de regarder au début, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme énergie. Ben, le bloc 1 pourrait avoir de l'énergie cinétique du bloc 1. On pourrait avoir de l'énergie cinétique dans le bloc 2. On pourrait avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle dans le bloc 1, potentielle gravitationnelle dans le bloc 2. Puis, on pourrait avoir de l'énergie potentielle dans l'élastique également, dans le ressort. Okay? Donc, au début, par contre, nos blocs sont immobiles, donc il n'y a aucune énergie cinétique. Le bloc 1 est au point le plus bas de son mouvement de sa trajectoire, donc il ne contient aucune énergie potentielle. Puis le ressort est ni comprimé ni étiré, donc il contient lui non plus aucune énergie potentielle. Okay. Donc toute l'énergie initialement est sous forme potentielle gravitationnelle dans le bloc 2, est donc égale à 5 fois 9,8 à m fois g fois sa hauteur initiale, qui est 6,53 cm plus haute que son point le plus bas, parce qu'on dit que les blocs se déplacent de 6,53 cm entre le début et la fin. Donc, ça me donne quoi, ça? Si je trouve le produit, ça me donne que l'énergie initiale est égale à 3,2 joules. Okay. Donc, j'ai 3,2 joules de disponible. À la fin, cette énergie-là va être répartie sous quelle forme? Okay. À la toute fin, cette énergie-là va être, encore une fois, a priori répartie sous toutes les formes qu'on a vues précédemment. Donc, l'énergie finale peut se trouver sous forme cinétique pour le bloc 1, cinétique pour le bloc 2, potentiel gravitationnel pour le bloc 1, potentiel gravitationnel pour le bloc 2, puis potentiel élastique. Okay? Puis, comme c'est toutes les valeurs finales, je vais mettre des primes pour les distinguer de mes valeurs initiales. Mais ici, il y en a juste une qui va être disparue. C'est l'énergie potentielle gravitationnelle du bloc 2. Mon bloc va être tombé à son point le plus bas. Donc, toutes les autres quantités seront plus égales à 0. Okay? Ce que je sais par contre, c'est que le total doit être égal à 3,2 joules ici. Okay? Donc, en détail, donc j'ai 3,2 joules qui va être réparti sous forme d'énergie cinétique pour le bloc de 5 kg, qui se déplace à la vitesse v, qui est notre inconnu. Et 3, la masse du bloc 2 fois sa vitesse au carré. Notre bloc de 3 kg va avoir monté d'une distance de 6,53 cm. Puis notre ressort va avoir été étiré de 6,53 cm. Donc, il va contenir une énergie de 1/2 fois K fois allongement au carré. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a une seule inconnue. Puis ici, si on isole comme il faut, OK? Donc, on va trouver que la vitesse finale de mes blocs à ce moment-là est de 0,8 mètres par seconde. Okay? Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu qui est surtout important? Okay? C'est qu'on a, puis c'est important de comprendre pourquoi.
On nous demande quelle est la vitesse maximale des blocs. Ben, on sait que la vitesse maximale va être atteinte quand la dérivée va être égale à 0. Comme la dérivée, c'est ce qu'on appelle l'accélération, ben, on veut que la somme des forces à cet endroit-là soit égale à 0. Okay? Donc, on a regardé quelles étaient les forces qui agissaient sur le bloc 1 sur le bloc 2, égale à 0. On a trouvé la position du système qui nous donnait l'équilibre. Puis, on a dit, dans le fond, à ce moment-là, la vitesse va être maximale. Appliquons la conservation de l'énergie entre la position initiale, où toute l'énergie se forme potentiel gravitationnel dans mon bloc 2, puis la situation finale, où l'énergie est répartie sous différentes formes, donc cinétique pour les blocs 1 et 2, qui partagent la même vitesse Vmax, potentiel pour le bloc 1, puis potentiel élastique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des 3,2 joules disponibles qu'on avait au début, il y en a une partie qui a servi à faire monter l'autre bloc, une partie qui a servi à faire étirer l'élastique, puis le restant aurait été converti en énergie cinétique qui nous permet de trouver la vitesse.